À la une, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le verdict est tombé à 20h heure de Paris ce soir. Le candidat d'En Marche et la candidate du Front National arrivent en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017. Le détail sur les chiffres à suivre. En Guyane, le scrutin avait lieu hier. 34% des électeurs ont fait le déplacement jusqu'aux urnes. Nous verrons dans quel état d'esprit dans quelques instants, notamment dans l'île de Cayenne. Après plus d'un mois de mouvement social et de blocage, quelle était la manière d'aborder ce scrutin par les Guyanais? Reportages et rencontres dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée au premier tour de l'élection présidentielle. Vous venez de le voir dans le journal de TF1, c'est bien Emmanuel Macron qui l'emporte avec près de 24% des suffrages, suivi de près par Marine Le Pen avec environ 22% des voix dans cette première étape de l'élection présidentielle 2017 sur un peu moins de 50 millions d'électeurs. Décryptage de ces chiffres à suivre avec notre consultant politique Farouk Amri. En attendant, revenons sur le scrutin qui avait lieu chez nous hier ainsi que dans 6 autres territoires d'outre-mer. Les Guyanais se sont dirigés timidement vers les 115 bureaux de vote au lendemain de la sortie de crise après plus d'un mois de blocage. Un retour au calme qui aura peut-être eu raison de la mobilisation dans l'urne. Une partie de la population avait d'ailleurs annoncé son intention de ne pas voter pour dénoncer un mépris du gouvernement. Certains ont tenu à accomplir leur devoir de citoyen. Malgré tout, Jonathan Lariot en a rencontré. Il est 10h du matin et déjà les bureaux de vote de Cayenne sont sollicités. Monsieur Torneto Rémy a voté. 2 jours après la fin du mouvement social qui a bloqué toute la Guyane et malgré les rumeurs de boycottage du vote, la population tient à faire entendre sa voix. Le vote, c'est toujours, en tout cas, notre lien qui est déterminé avec notre relation avec la France métropolitaine. Chacun doit pouvoir dire s'il est content, qui il veut, s'il est mécontent. On s'est battu pour avoir un droit pour voter et c'est pas parce qu'il y a eu un événement avant, on ne peut pas venir. On n'a rien à attendre, je pense, de la politique de la métropole, mais bon, je parle quand même, tout simplement. Mais un doute persiste dans l'esprit de bon nombre des votants. La Guyane, avec ses quelques 70 000 électeurs, pourrait-elle avoir un impact sur l'élection du nouveau chef de l'État? On n'a pas de poids, vraiment. On est trop petit département pour avoir un poids quelconque. Mais on fait son travail de citoyen. De toute façon, on a la possibilité de s'exprimer, il faut le faire. Après, par rapport à la population, je ne sais pas. Proportionnellement, je veux dire, par rapport à l'Hexagone, honnêtement, j'en suis pas convaincue. Mais malgré tout, on a une occasion de s'exprimer, donc il faut le faire, de pouvoir faire un choix, enfin de participer peut-être à un choix. On est là juste pour apporter notre participation, mais sans plus. Donc au niveau national, on n'aura pas beaucoup de poids, mais bon. On ne peut pas décider déjà d'avance. On ne peut pas avoir... on verra bien. Ça peut changer. Ça peut changer. Un vote peut changer. La population fait donc le choix de participer au vote national. Mais au final, c'est seul dans la cabine de vote que se joue l'élection du nouveau président de la République. Je vous le disais en titre, la Guyane, hier, donc les dépouillements ont démarré à compter de la fermeture des bureaux de vote et le grand gagnant chez nous reste l'abstention avec un taux de participation de 34,35% et contre plus de 45% en 2012 et même 58,76% en 2007, des chiffres de la préfecture, mais sur la totalité du territoire français et ses 47 millions d'électeurs en 2017, 76,2% ont voté en 2012, ils étaient 79,48% et 83,8% en 2007. Chez nous, Marine Le Pen a su mobiliser donc en Guyane. La candidate du Front National a reçu plus de 5000 voix dans son camp lors du scrutin hier. Tolérance zéro vis-à-vis de la délinquance, fermeture des frontières, suppression du droit de sol, une série de mesures liées à l'outre-mer que nous détaillent Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. En 3e position en 2012, derrière Hollande et Sarkozy, Marine Le Pen gagne une place à l'issue de ce premier tour. Ce n'est pas que le programme du Front National a tant changé que ça, mais les attentes et l'écoute des Guyanais ont certainement évolué. Que propose la présidente du Front National? Marine Le Pen veut instaurer un grand ministère d'État de l'Outre-mer et de la mer. Pour elle, l'Outre-mer doit être la nouvelle frontière du prochain quinquennat.
Et comme la maîtrise des frontières et l'immigration restent des fondamentaux de la politique du Front National, Marine Le Pen annonce l'augmentation des effectifs de la police aux frontières, une augmentation de 50% en Guyane. Toujours dans cette optique, la candidate frontiste affiche sa fermeté face à l'immigration. Elle envisage la reconduction systématique des clandestins aux frontières, sans oublier la fin du droit du sol. En somme, un enfant né en Guyane de parents étrangers n'obtiendra pas systématiquement la nationalité française. En matière d'éducation, Marine Le Pen reste dans la droite ligne des idées nationalistes. Elle propose d'appliquer une priorité nationale au système scolaire. En clair, les Guyanais doivent être prioritaires au moment de l'inscription en classe. Le programme du Front National prévoit également une augmentation des places de prison pour lutter contre l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Sur le plan économique, le Front National propose de construire une économie solide. Pour y parvenir, l'une des solutions proposées est de réformer en profondeur l'octroi de mer. Marine Le Pen estime que les effets de cette taxe sont pervers et qu'elle n'aide en rien le développement économique. Elle va introduire une modulation de l'octroi de mer en fonction de la provenance des produits. Et le représentant de Marine Le Pen en Guyane est avec nous. Bonsoir René Tran. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous entendiez à l'instant ce résultat de votre candidate en Guyane. Qu'est-ce qui a poussé selon vous l'électorat à la choisir en deuxième place? Qu'est-ce qui a poussé? Bien, écoutez, après tant d'années, la première chose d'abord, c'est que, bonsoir tout le monde, et j'aurais voulu, la première chose, c'est adresser tous mes remerciements aux électrices et aux électeurs de Guyane. Et je tiens à les remercier de tout cœur. Et vraiment, c'était quand même une belle victoire pour nous, parce que c'est la première fois donc que le Front National est qualifié pour le second tour. Alors c'est la deuxième fois au niveau national, en tout cas c'est la première fois qu'elle fait un tel score en Guyane. Ouais. Qu'est-ce qui selon vous a poussé ce résultat aujourd'hui? Eh bien je crois que, je parle sur le plan guyanais, hein, la Guyane, eh bien il faut dire que la mentalité a changé en Guyane. Il y a une génération des jeunes qui se monte. Et aussi, je pense aussi que la population a très bien compris depuis des années, et, à travers toutes ces crises. Alors sa visite a quand même créé une surprise, a créé quelques ralliements, mais les oppositions restent fermes vis-à-vis de l'héritière du parti de Jean-Marie Le Pen, notamment à cause de son orientation globalement axée sur la fermeture des frontières, le durcissement des lois vis-à-vis des étrangers et la place de la France dans l'Europe. Est-ce que Marine Le Pen ne surfe pas finalement sur les difficultés que rencontre la Guyane? Non, au contraire, puisque la Guyane a connu... depuis ces dernières années un taux d'insécurité incroyable. Et je pense aussi qu'il ne faut pas mélanger Marine Le Pen et M. Jean-Marie. Parce que son père, c'était une autre vision avec 40 ans en arrière. Donc ce n'est pas pareil et il ne faut pas... À l'époque, on l'avait diabolisé, mais maintenant ce n'est pas pareil. Marine invitée, en tout cas quand elle a été invitée en décembre dernier sur notre plateau, c'est ce qu'elle nous a effectivement répondu, mais enfin, elle reste la représentante d'un parti au lourd passé. Oui, mais au lourd passé, mais il faut reconnaître qu'elle a pris une autre tournure. Okay, elle a très bien compris, donc ce n'est plus de notre époque. En tout cas, la forme est différente. Oui. Bien sûr. En ce qui concerne la crise sociale quand même en Guyane, Marine Le Pen déclarait qu'il ne fallait pas donner des milliards, que cela ne servirait à rien. Si demain elle était présidente, que ferait-elle des accords de Guyane qui chiffrent les besoins à 2,1 milliards d'euros? Bien. La première chose, je crois que si elle serait élue, elle va prendre à cœur ce problème. Ça, c'est sûr. Elle va d'abord les analyser. Et le chiffrage, bien sûr, déchiffrer le pourquoi de cette demande. Et ensuite, donc, elle va, selon les circonstances, donc elle va prendre des mesures au fur et à mesure. Sa posture irait à l'encontre peut-être des demandes des Guyanais? Il ne faut pas donner d'argent, dit-elle.
Ça n'est pas la réponse? Non, ce n'est pas une question de ne pas donner de l'argent. Elle est là pour aider. Okay, mais avant de donner de l'argent à n'importe qui, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec cet argent et où on va avec cet argent. Vous comprenez? Donc, selon le contexte, donc, elle va augmenter. Elle suivra en tout cas, a priori, parce qu'évidemment on présume, les accords de Guyane qui clarifient très bien les points et les besoins de la Guyane. Oui. Alors, il faut quand même le rappeler, en cas de victoire de Marine Le Pen, il n'y aurait pas de majorité ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Comment compte-t-elle aborder cette question-là? Comment compte-t-elle gouverner la France? Bien, je pense que, enfin, je ne suis pas auprès du bureau de Paris, mais je pense qu'elle va négocier avec certains partis, je pense. Vous pensez qu'elle s'en sortirait en clair? Oui, mais d'abord, il y a quand même un grand nombre de Parce que c'est inédit, si elle devait arriver, si elle était présidente quand même. Oui, il y a quand même déjà un grand nombre de candidatures investies pour les législatives. D'accord. Okay. Mais il faut dire que, aussi que lorsque, par exemple, un président, quel que soit le parti, lorsque le président est élu, je dirais presque automatiquement, la population suit le président et donc essaye de l'aider pour... Alors ça, c'est à voir quand même vis-à-vis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Bah alors justement, vous parlez d'élections législatives. Oui. La vôtre est-elle d'actualité? Est-ce que vous comptez vous présenter aux élections? Bien, honnêtement, pour moi personnellement, oui, elle m'a déjà investi. Elle vous a proposé de vous présenter? Déjà investi. Donc maintenant, il reste à savoir l'autre candidat. D'accord, donc vous êtes candidat FN aux législatives. Merci beaucoup René Tran d'avoir répondu à nos questions. Merci. On poursuit tout de suite avec le candidat d'en face, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen est donc attendu, un affrontement qui est donc attendu dans 15 jours, le 7 mai dans l'Hexagone, la veille pour les territoires d'outre-mer dont la Guyane. Mais que propose l'ancien banquier de 39 ans pour les ultramarins? C'est ce que nous disent Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. D'ingénieurs, grands... Emmanuel Macron est là où beaucoup l'attendaient, c'est-à-dire au deuxième tour de la présidentielle. L'ancien ministre novice en politique a réussi à séduire à la fois dans les rangs de la droite que de la gauche. Au-delà de sa personnalité, son programme pour les Outre-mer semble avoir trouvé un écho favorable, notamment auprès de certains chefs d'entreprise comme auprès de certains décideurs politiques. Pour le candidat d'En Marche, l'État doit s'appliquer davantage dans les territoires d'outre-mer et cela commence par le développement de la continuité territoriale. Il préconise que chaque année, au moins 200 000 billets d'avion au prix préférentiel soient octroyés aux étudiants, tout comme aux chefs d'entreprise qui doivent se rendre en France ou dans leur environnement régional. Emmanuel Macron souhaite justement que les collectivités d'outre-mer s'insèrent mieux dans leur environnement géographique. Il préconise pour cela de donner davantage de pouvoir aux collectivités pour qu'elles puissent adapter la réglementation à leur situation particulière. Le candidat finaliste de la présidentielle propose aussi le maintien de la surrémunération dont bénéficient les fonctionnaires qui acceptent de travailler en outre-mer. En matière de formation, Emmanuel Macron projette de créer aux Antilles et à La Réunion des écoles de formation de gendarmes adjoints et d'adjoints de sécurité. L'objectif est de former et d'embaucher localement. Le candidat suggère de soutenir l'activité et l'emploi pour faire face au chômage. Pour ce faire, l'Union européenne sera invitée à mieux prendre en compte les spécificités de l'outre-mer, notamment en matière d'agriculture et de pêche. Il entend également poursuivre le travail commencé par le précédent gouvernement sur la vie chère. L'autorité de la concurrence devra évaluer l'efficacité des mesures déjà prises en la matière. Emmanuel Macron envisage de supprimer la caisse qui gère le régime social des indépendants. Il entend par le même temps renforcer les activités de la BPI France en outre-mer. Près de la moitié des étudiants de première année de licence ne franchissent pas le cap de la deuxième année. Chez nous, le candidat d'En Marche a su rallier quelques volontés à sa cause sans couleur politique. C'est le cas d'Isabelle Patient, la troisième vice-présidente à la collectivité territoriale, qui voit un espoir pour l'avenir du pays et pour la Guyane. On l'écoute. Je dirais que cette personne Emmanuel Macron était prévisible dans le sens où à l'échelle nationale en tout cas et d'une manière générale les Français aspirent à un renouveau de la classe politique, aspirent à ce qu'on arrête ces clivages droite-gauche qui n'ont plus de sens aujourd'hui. L'objectif en fait de tout et chacun est d'avoir une place dans la société, d'avoir un travail, d'avoir des conditions on va dire qui soient acceptables pour vivre, pour se loger, pour se nourrir et clairement il s'avère que la réponse dans les partis traditionnels n'est plus une réponse acceptable par les Français.
D'une manière générale, c'est sa manière de ne pas vouloir réformer dans la brutalité, mais de vouloir réformer quoi qu'il en soit. Adapter, avoir la lucidité de voir ce qui ne va pas dans les institutions, dans toutes les dans des lois en fait qui ont été mises en place depuis très longtemps. Il ne s'agira pas de tout révolutionner, mais de faire en sorte de regarder les choses en face, de voir ce qui marche pas, et pas de le défaire parce que c'était la droite ou la gauche, mais vraiment d'arriver à adapter un cadre qui soit adapté au développement d'une manière générale de la France. Et encore plus en Guyane, même si son score n'est pas le, on va dire, n'est pas le reflet, n'est pas à l'image du national. Aujourd'hui, il est arrivé en 3e position en Guyane. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu, vraiment, pertinemment convaincu, que c'est quelqu'un qui sera à l'écoute, qui saura apporter des réponses pragmatiques et surtout efficaces et qui permettront notamment à la Guyane de décoller. Clairement, on sort d'une crise qui a duré pendant 1 mois. Et comme on sait souvent, après toutes les crises, ce sont les extrêmes qui émergent. Aujourd'hui, en tout cas, on a bien vu que la Guyane a marqué, a montré sa colère, on va dire. Sa colère face aux injustices, face à des choses qui n'avaient pas été entendues par les différents gouvernements précédents depuis des décennies. Et clairement, les gens se sont réfugiés. Pour certains, vers Marine Le Pen, donc ça traduit en repli sur soi, ce qui pour moi n'est pas la solution, clairement pas. Et d'autres vers Mélenchon, qui est au contraire la révolution, l'humanisme, en gros vers les extrêmes. Maintenant, il y aura un second tour, et là, nous pourrons enfin faire campagne, ce qui n'a pas été le cas, en tout cas pendant ce mois dernier, puisque nous étions tous concentrés, on va dire, sur le problème guyanais. Maintenant, il s'agira d'aller vers la population, d'expliquer que la solution ne se trouve pas dans les extrêmes, mais se trouve dans le pragmatisme, dans l'efficacité et dans l'écoute. Oui, il y avait un front républicain. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas qu'un front républicain qu'il faut faire. Il faut vraiment expliquer aux gens que la solution n'est pas dans les extrêmes. La solution n'est pas dans le repli sur soi. La solution n'est pas dans le côté rétrograde, en fait. Clairement, Marine Le Pen, pour moi, ce serait faire 15 ans en arrière, voire 50 ans en arrière. Et quelqu'un qui aujourd'hui est clairement raciste, je l'affirme, je suis choquée de voir que certaines personnes en Guyane, ça m'a fait mal, j'avoue, ça m'a fait mal, que certaines personnes des Guyanaises, même je dirais historiques, et des personnes même qui se sentent Guyanais aujourd'hui et puis voter pour elles, ça me fait mal. Et maintenant, il faudra expliquer à toutes ces personnes-là que ce n'est pas la solution. Ce ne sera pas la solution à tous les maux de la Guyane, que l'immigration, il y a un problème, c'est une réalité, mais une réalité qu'il faudra affronter de manière sereine et avec des solutions qui ne soient pas dans l'extrémisme en tout cas. Partons tout de suite chez nos voisins de la Martinique où le taux de participation s'élève à près de 40% contre 52% en 2012. Et là-bas, c'est aussi le candidat de la France insoumise qui remporte le plus de suffrages, 27,36%, devant Emmanuel Macron et François Fillon, direction le QG du candidat. Il est 20h dans l'Hexagone et cette fois-ci, les sondages ne se sont pas trompés et confirment la tendance des Outre-mer. Dans le QG du candidat d'En Marche, c'est l'explosion de joie. Mais c'est génial, la France En Marche, c'est quelque chose. Nous avons l'adversaire rêvé pour cette finale, c'est-à-dire l'obscurantisme. Nous sommes la lumière, elle c'est l'obscurantisme. Donc maintenant nous sommes encore plus motivés, surtout en Martinique, pour faire une seconde quinzaine extraordinaire. Nous sommes satisfaits, vraiment très satisfaits de ce score que nous avons obtenu ce soir. Et on va encore se battre là, pour le deuxième tour. C'est un événement. Surprise non, événement oui, parce que je pense que c'est vraiment un changement politique important qui va se passer dans notre pays. Les premières estimations donnent le mouvement centriste vainqueur avec 23,7% des voix contre 21,9% pour le Front National. Une première victoire pour les militants d'Emmanuel Macron en attendant de convaincre les électeurs pour tenter de remporter le second tour. D'abord, qu'ici à la Martinique, bien qu'elle ait amélioré très fortement son score, Marine Le Pen reste cantonnée à moins de 11%. C'est donc très clairement que nous savons que les autres candidats, les représentants des autres candidats appelleront à voter Emmanuel Macron. Ils ont, à mon avis, le sens des réalités, ils ont le sens de la démocratie et nous attendons d'eux un fort effort de ce point de vue-là. Du côté du quartier général de Jean-Luc Mélenchon, c'est la déception. Avec 19,2%, le candidat arrivé en tête en Martinique serait éliminé. Mais ici, on ne s'avoue pas tout à fait vaincu. Comme je ne crois ni au sondage et que je ne commente pas les estimations, j'attends quand même les résultats. Je ne désespère pas que nous soyons au second tour. Nous allons attendre parce que pour l'instant, ce sont quelques votes qui sont arrivés.
Donc nous attendons patiemment, nous sommes confiants. En Martinique, nous étions complètement inconnus et aux dernières nouvelles, nous serions sortis premiers. Donc nous avons bon espoir. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Très vite, Benoît Hamon, François Fillon et Bernard Cazeneuve ont appelé à voter contre Marine Le Pen, un report de voix que les macronistes espèrent à leur avantage. Et la représentante de Jean-Luc Mélenchon en Guyane est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Monique Goire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre candidat ne sera donc pas au second tour de l'élection présidentielle. Il avait pourtant rallié un maximum de Guyanais à sa cause, suivi de près par Marine Le Pen. Qu'est-ce qui, quand même, selon vous, lui a permis de se mettre en avant par rapport aux 10 autres candidats dans cette élection en Guyane? Eh bien, vous savez que nous, dans la France insoumise, nous étions clairs. Nous n'avons pas la langue de bois et nous savions où nous allions. Et donc je pense que j'étais quand même quelqu'un d'assez droit. Et donc suivre Jean-Luc, c'est pas facile. Mais je pense que les Guyanais ont regardé l'intérêt du département pour pouvoir voter autant pour Jean-Luc Mélenchon. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce vote-là? Qu'est-ce qui a touché peut-être les Guyanais et les a poussés à voter massivement pour lui? Écoutez, il a été quand même le seul qui nous a vraiment soutenus et qui m'avait donné la confirmation des 2,5 milliards qui seraient derrière. Et je pense que peut-être ça a été un peu du fait que j'étais aussi dans le mouvement. Ça peut-être aussi impulsé. Votre personnalité a peut-être incité. À inciter. Nous travaillons parce que nous travaillons au réseau puisque nous ne pouvons pas travailler sur le terrain. Nous avons beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux de la France insoumise puisque nous étions la Guyane insoumise, donc je pense qu'on a quand même bien travaillé, même pendant la grève, ça ne nous a pas empêché d'emmener l'objectif, d'emmener le candidat dans l'objectif où nous voulions l'emmener. Alors candidat favorable, en tout cas sur le papier, à un développement inscrit dans la réalité des territoires d'outre-mer. Il proposait une série de mesures visant à libérer les ultramarins des influences notamment commerciales, néfastes pour leur développement ou incompatibles avec la réalité du territoire, autosuffisance par exemple alimentaire, autonomie énergétique, des idées qui en somme semblent correspondre, comme vous commenciez à le dire, avec certaines des demandes qui figurent dans les accords de Guyane. Mais tout à fait, puisque ce document, nous l'avons travaillé, ainsi que Guilhem Saltem en Guadeloupe, Thierry Renard en Martinique, nous avions travaillé sur ce document. Ce document, il a été porté par l'outre-mer, mais n'a pas été porté par Paris. C'est l'outre-mer qui a travaillé sur un document et dire voici nos besoins, voici la réalité de la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons porté un projet d'outre-mer. Et donc le projet, en tout cas de la Guyane, était effectivement soutenu par le candidat de la France insoumise. Tout à fait. Quand nous avons préparé le projet de la Guyane, c'est un très beau projet qu'on a réajusté, parce que vous savez, parfois, moi, je vais dans les grandes idées qui n'est peut-être pas la réalité. Donc on a ressenti ce projet en travaillant, en votant. Donc les insoumis ont voté ce projet et donc nous étions tous d'accord pour emmener l'outre-mer autre que de ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Alors là on parle de la France insoumise, donc au niveau local comme au niveau national, mais quand même en parlant vraiment de ce mouvement social, la crise sociale qui a touché la Guyane jusqu'à vendredi dernier. Qu'est-ce que, on va dire, Jean-Luc Mélenchon apportait de plus sur ce dossier très précisément? Eh bien la garantie. La garantie de reprendre à la suite. Garantie, voilà, de reprendre tout ce que nous avons porté au mouvement. Et donc, j'avais sa garantie en disant que quel que soit, ou même s'il ne sera pas président, mais le projet sera quand même porté parce qu'il sera quand même derrière pour s'assurer que le gouvernement tienne parole. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon appelle à voter en conscience, je cite, pour le second tour. Et vous ? Ben écoutez, je reste fidèle à l'homme, je reste fidèle aux idées. Vous saviez, dans la France insoumise, tout est fait par vote. Donc nous avons un grand réseau et à partir de cela, chacun décidera en son âme et conscience pour qui voter. Parce qu'il vous dit bien, on lui a donné un mandat pour porter la présidentielle et on ne lui a pas donné de mandat parce que vous savez, tous à la France insoumise, on vote. Tout est une question de confiance. Alors, donc voilà. Il n'a pas encore désigné de candidat pour le second tour, mais on imagine bien un vote contre, si vous voyez ce que je veux dire. Non, écoutez, je ne dirais pas cela. Parce que vous savez, la France insoumise, les gens viennent de partout. Donc, il nous dit bien, c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Parce que c'est nous qui sommes concernés avant toute autre chose.
Merci beaucoup Monique Gouard d'avoir répondu à nos questions. On poursuit tout de suite après cet écart avec le programme de Jean-Luc Mélenchon qui ne figure pas donc pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous avons suivi hier pendant le scrutin une représentante, on va dire, de la population guyanaise. C'est la présidente de l'Union des très petites entreprises. Valérie Vanoukia était également très engagée dans le mouvement social dont nous parlions ensemble. Nous l'avons suivie quand elle a été votée chemin Saint-Antoine hier. C'est un reportage signé Ayodele Germa. C'est avec sa toute nouvelle carte d'électeur que Valérie Vanoukia accomplit son devoir citoyen. Les mouvements sociaux ont ralenti le fonctionnement de la Poste. Les électeurs récupèrent leur carte non pas dans leur boîte aux lettres, mais directement dans leur bureau de vote. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un tampon qui prouve que voilà, on a effectué son droit de vote, puisqu'on ne peut pas toujours aller regarder les feuilles d'émargement. Donc c'est quand même bien d'avoir ce document-là qui prouve voilà, que l'on a voté. Une enveloppe, 11 candidats, 2-3 minutes de réflexion. Madame Oman, épouse Vanoukia Valérie, a voté. Très impliquée dans le mouvement social au sein du collectif pour la Guyane décollée, Valérie Vanoukia s'occupe du pôle économique. Après un mois de négociations avec l'État pour améliorer les conditions de vie des Guyanais, elle souhaite un président qui défende les intérêts nationaux. Le président, quel que soit celui qui sera élu, aura à cœur de défendre d'abord l'intérêt national, qui est de préserver, si vous voulez, pour la France, sa capacité à rester parmi les Premières Nations mondiales. Et ce choix peut être en contradiction avec notre volonté de vouloir se diriger par nous-mêmes et surtout en contradiction avec celui qui est de vouloir utiliser nos richesses nous-mêmes et en faire un outil qui nous propulserait vers l'excellence en ayant les meilleurs hôpitaux du monde, les meilleures universités, les meilleurs ingénieurs, en étant leader dans la biodiversité et dans les brevets. Il faudra qu'on soit très très vigilant entre ces intérêts nationaux et le nôtre. Pour la présidente de l'Union des très petites entreprises, préserver les intérêts locaux des Guyanais passe par la protection des très petites entreprises. Ce que nous disons aux élus qui nous regardent, c'est que désormais, dans tous les choix qui seront faits, d'octroyer des subventions sur des projets, il faudra véritablement que tous les projets qui sont purement financiers soient exclus. Je crois que le peuple refuse désormais aujourd'hui que continue cette politique d'un petit noyau composé des entreprises du CAC 40 qui phagocytent le développement d'un territoire, alors qu'au niveau européen, il est demandé à tous les États désormais de travailler avec les très petites entreprises pour un développement endogène. C'est ce discours que nous allons marteler, c'est ce lobbying que nous continuerons à faire et qui a commencé aujourd'hui. Le président idéal de Valérie Vanoukia devra davantage tenir compte des très petites entreprises qui représentent plus de 90% du tissu économique guyanais. Je vous le disais tout à l'heure, le grand gagnant chez nous reste l'abstention avec un taux de participation de 34,35% contre plus de 45% en 2012 et même 58,76% en 2007 selon les chiffres de la préfecture. Mais la totalité du territoire français et ses 47 millions d'électeurs en 2017 atteignent 76,2%. Ils ont tous voté. En 2012, ils étaient 79% et 83,8% en 2007. Analysons tout de suite ces chiffres avec notre politique, on va dire notre analyste politique, Farouk Amri, bonsoir. Bonsoir Kessie. Merci d'être avec nous. Alors d'un point de vue global d'abord, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen dans le second tour. Les sondages avaient du mal à les départager. Ils sont finalement tous deux qualifiés à l'issue d'une campagne marquée par une incertitude jusqu'au dernier moment. En tout cas, cet affrontement n'était pas attendu. Qu'est-ce qui, selon vous, a pesé dans la balance ? Disons que nous sommes dans une révolution historique avec pour les électeurs un bilan très négatif du président sortant qui décide historiquement pour la première fois de ne pas se représenter. Un mouvement historique parce que nous avons un parti du Front National qui se banalise aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit au second tour. Une campagne terrible pour le parti Les Républicains, une campagne que l'on croyait imperdable pour eux et les affaires ont rattrapé leurs candidats. Et enfin, un ovni politique, M. Macron, qui en l'espace d'un an
rassemble autour de lui ce que l'on a appelé les marcheurs et est qualifié au second tour. On assiste véritablement qu'ici à une élection historique à tout point de vue. On m'indique d'ailleurs que les chiffres qui évoluent bien sûr, puisqu'ils ont été, c'était des prévisions jusqu'ici, auraient sensiblement bougé, qui placerait Marine Le Pen en première place avant Emmanuel Macron. Disons qu'aujourd'hui, il y a un désarroi terrible dans la société française. Il y a un malaise qui est exprimé au travers du bulletin de vote. Soit les gens s'abstiennent, soit les gens votent blanc, comme c'est le cas en Guyane, on y reviendra éventuellement. Soit les gens vont vers un peu la nouveauté, en l'espèce M. Macron et Mme Le Pen, qui surfent un petit peu, et plus particulièrement en Guyane, sur un terreau favorable, où elle revendique une souveraineté à la place de la mondialisation, où elle s'adresse directement au cœur de cible qui est son électorat, mais qui grandit chaque jour face à cette crise qui perdure. Donc, de mon point de vue, les sondages, pour une fois, ne se sont pas trompés, et c'est un peu bizarre comme perspective. Oui. 34% à peine, soit 31 000 votants sur les 92 990 personnes inscrites, parce que là, bien sûr, on parle de personnes inscrites sur les listes électorales. Certains appelaient, pendant le mouvement, à voter blanc ou simplement à boycotter le vote. Serait-ce l'une des raisons qui expliquerait ce faible taux de participation en Guyane, à vos yeux? Moi, je crois qu'il faut complètement relativiser les élections en Guyane. On sort d'un mouvement historique, et je crois que ce mouvement a eu une incidence en tout cas sur la participation, et l'abstention et le vote blanc. De voir Marine Le Pen, encore une fois, qui est quasiment en tête dans les grandes villes de Guyane, c'est très surprenant. Dans la majorité, plus de la majorité. Mais encore une fois, lors de son passage ici, elle a parlé d'immigration, elle a parlé de sécurisation des frontières, elle a parlé, elle a associé l'immigration malheureusement et l'insécurité. Tous ces terreaux qui ont été des moteurs dans la mobilisation historique qu'a connue la Guyane. Nous en parlions à l'instant avec son représentant en Guyane, René Trane. La question était finalement, est-ce qu'elle ne surfe pas sur les difficultés que rencontre la Guyane? À vos yeux, est-ce la seule raison qui peut expliquer on va dire, le ralliement de la population guyanaise à Marine Le Pen? Le ralliement relatif, dans la mesure où l'abstention freine un peu ce ralliement et permet peut-être pour certains de relativiser ce chiffre, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement dans les grandes villes, Cayenne, Kourou, Makuria, Matoury, Madame Le Pen arrive en tête, et je crois qu'il y a une réflexion à avoir de la part de nos élus pour qu'ils se saisissent des problématiques qui ont trait au quotidien de leurs concitoyens et être moins dans une perspective peut-être de projet global. Il y a une réalité ici en Guyane, et il serait peut-être temps, si on veut freiner l'essor de Madame Le Pen, de se préoccuper du quotidien des Guyanais. Vous noterez quand même qu'il est souvent rare, on va dire, que les Guyanais s'accordent avec la tendance nationale à partir du moment où il y a une élection. Et l'on retrouve ce même schéma. Cette fois encore, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête chez nous, sensiblement devant Marine Le Pen avec 24,29%. Mais en national, donc Jean-Luc Mélenchon se hisse simplement à la 4e place, juste devant François Fillon. Et là aussi, les chiffres évoluent jusqu'à ce qu'on ait les résultats définitifs. Comment voyez-vous ce choix? Parce qu'on a une commune où tout le monde a voté globalement pour Jean-Luc Mélenchon, et puis le reste qui vote pour Marine Le Pen. Comment expliquer ce décalage? Alors, encore une fois, le résultat des élections au premier tour des présidentielles ici en Guyane, il est étroitement lié au mouvement. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon a fait preuve d'un soutien sans faille à ce mouvement, en déclarant lors d'un meeting son soutien indéfectible à la population guyanaise. Et je crois que cela a compté largement et beaucoup pour le nombre de voix qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon. On a évoqué l'aspect Marine Le Pen, mais je crois qu'au-delà, que ce soit en Guyane ou dans l'Hexagone, parce que la Guyane appartient à la métropole, il faut savoir que aujourd'hui, il y a un tournant historique. Rappelez-vous, en 2012, M. Hollande, second tour, 68% des voix. La Guyane est une terre de gauche. On a 4 parlementaires qui se revendiquent de gauche. On a très très peu de maires de droite. Et pourtant, toutes les cartes sont rebattues, et je crois que le mouvement social qu'a connu la Guyane permet aussi de comprendre. Voilà, exactement. Merci beaucoup Farouk Amri pour cette analyse. On vous retrouve dans quelques instants pour un peu plus d'explications. En tout cas, Natacha Maltaverne s'est interrogée sur l'impact de cette crise sociale que nous évoquions dans le premier tour d'élection présidentielle en Guyane. On le disait, près de 32 000 personnes ont voté sur une population de 250 000 habitants. Une chute dans le taux de participation probablement influencée par la situation actuelle du territoire. Regardez. Après un mois de mouvement social et de barrage, les Guyanais ont pris le chemin des urnes.
C'est dans un contexte particulier que l'élection présidentielle se déroule chez nous. Ce mouvement social sans précédent peut-il avoir un impact sur le vote ? Je pense que certainement il va se passer quelque chose, mais ce sera pour le second tour. On verra comment les électeurs sont positionnés en France hexagonale et certainement qu'en Guyane, on pourrait avoir une réaction. Mais dans tous les cas, je pense que les Guyanais vont nous faire une surprise. Je pense qu'elle peut être bonne, comme aussi elle pourrait être désagréable. Pour avoir discuté avec certaines personnes, on sent bien que les gens sont un petit peu déçus par l'attitude du gouvernement français, par le fait qu'il ait répondu probablement tardivement à certaines doléances. Donc je pense qu'il y aura bien sûr une différence dans les comportements en matière de choix des électeurs. Si certains électeurs sont restés fidèles à leur choix initial, d'autres ont changé d'avis en raison du mouvement social. Non, ça n'a pas aucun impact sur mon vote, parce que c'était déjà prévu. Ah oui, moi ça a joué. Il y a 2 semaines, j'étais pas du tout dans cette optique-là, qu'aujourd'hui ça a carrément changé. Je crois qu'il y a eu un gros ras-le-bol, ça c'est sûr. Moi au départ j'étais à fond sur les revendications. Sur la fin, j'ai trouvé que ça tournait un peu au racisme anti-blanc. Ce mouvement ne m'a pas fait changer d'avis. Dès le début, je savais à qui voter. Parce que je suis ce qui se passe en métropole. Je me mets au courant, tant à la radio ou à la télévision. J'ai changé d'avis, je dis que, comme je l'ai dit, le temps de négociation, je trouvais que ces négociations étaient longues, que ça aurait pu être plus rapide. Et je trouve que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité des choses qui se passent en Guyane. Non, je n'ai pas changé d'avis. Le fait que les candidats ont parlé de la Guyane, c'est ce qui m'a incité à voter pour le candidat. J'ai pris ma décision il n'y a pas très longtemps. Exactement, c'est ça. Pas du tout. Moi, j'ai suivi autant les événements de Guyane parce que je suis là impliqué depuis longtemps dans la vie de la Guyane. Voilà, j'ai quand même suivi l'actualité et convaincu depuis longtemps pour qui je vais voter. Enfin, pour qui j'ai voté, bien sûr. Des appels au vote blanc ont été lancés. Les électeurs ont-ils suivi la consigne ? Je ne sais pas trop mon opinion de voter blanc parce que le vote blanc n'est pas encore pris en compte. Je pense qu'il faut vraiment se décider, choisir quelqu'un avec qui on souhaiterait négocier. Pour moi, le vote blanc est inutile. Tant qu'il ne sera pas reconnu par une loi pour éliminer les candidats et présenter de nouveaux, il est inutile. Il vaut mieux choisir. Lorsqu'on a le choix, il vaut mieux choisir. Il y a 11 candidats, 11 lignes politiques. Je pense que sur les 11 lignes politiques, certains peuvent retrouver des valeurs et aussi une espérance. De toute façon, s'il y avait une possibilité justement de voter de manière à manquer les choses, je l'aurais fait. Parce que quand on vote nul, ça revient à la même chose, puisque les bulletins nuls ne sont comptabilisés justement dans le truc, mais en principe, ils ne tiennent pas compte de ça. Plus que le vote blanc, en Guyane, c'est généralement le taux d'abstention qui reste très élevé. Nous recevons à présent Davy Riemann, représentant du collectif Pour la Guyane décollée, co-signataire des accords de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'a vu, une faible mobilisation donc en Guyane, 34% contre 45% de mobilisation en 2012. Les Guyanais étaient-ils prêts en cette période de vive tension sociale à aller voter? Étaient-ils trop préoccupés par le mouvement qui les concernait? Non, je pense que pour la plupart, le mouvement n'a fait que confirmer, je pense, leur réflexion concernant le vote présidentiel, puisque la Guyane est toujours laissée pour compte, donc peut-être qu'ils se sont dit que ça ne servira à rien d'aller voter, et donc voilà le résultat. Alors l'attitude du gouvernement a été pointée du doigt dans le mouvement, le refus initial de la ministre des Outre-mer de venir négocier sur place, le silence du président François Hollande sur la situation, et puis des annonces qui réunissaient d'anciennes mesures déjà proposées notamment, voire déjà actées. Les militants donc parlaient d'un mépris de l'État et puis incitaient peut-être aussi à voter blanc. Oui, de toutes les façons, au-delà de ça, au début du mouvement, moi j'avais été clair, même dans mes propos. La France va devoir dire si elle veut accompagner la Guyane dans son développement ou si elle ne souhaite pas le faire. Dans les deux cas, nous aurions des décisions à prendre. Donc je pense que maintenant le message il est lancé, il est clair. Ce sera aux Guyanais maintenant de savoir ce qu'ils veulent concrètement. Pour quelle raison n'avez-vous pas voté, vous, aujourd'hui, hier? C'est le temps, puisque je rappelle qu'encore EDF, nous sommes toujours en grève, donc c'est le temps qui m'a manqué pour me rendre à Kourou, pour aller faire le devoir citoyen. Le devoir citoyen que vous auriez honoré? Ah oui, bien sûr, si j'étais pas en grève, je pense que j'aurais été faire.
Alors cette année, en Guyane, 3747 votes blancs ont été enregistrés. C'était donc une proposition de certains militants, voire de boycotter le scrutin. Est-ce que vous pensez que réellement il y a eu des personnes qui sont parties dans cette optique de boycotter le scrutin présidentiel 2017? Peut-être, vous savez, tout est possible avec le taux d'abstention qu'on a vu en fait ce soir. Mais bon, après, je ne suis pas dans la tête des gens. Je pense que tout un chacun individuellement a pris sa décision, sa posture, et puis je pense qu'il l'assume complètement. Mais comment voyez-vous ce geste-là? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de fort, un symbole fort qu'on peut envoyer au gouvernement? Au-delà du symbole fort, je pense que c'est surtout pour montrer leur mécontentement et le fait de dire qu'ils ne croient plus au système tel qu'il est actuellement. C'est surtout ça, je pense, puisque la plupart des Guyanais ne sont pas écoutés. Donc la question c'est de se dire, je pense qu'ils doivent se dire à quoi bon en finalité. Donc moi je pourrais dire en tous les cas, malgré tout, il faut faire ce geste-là, il faut le faire. On a l'opportunité de dire aussi notre mécontentement au travers du vote. Faisons-le. Bon, après, pour certains, l'abstention est une forme de réponse négative par rapport à ce qui se passe. Donc, je respecte tout autant. Vous êtes probablement très attentif à ce qui se passe et puis aux annonces des candidats. Aujourd'hui, on a donc un second tour à venir avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qui, selon vous, est susceptible de répondre aux attentes des Guyanais? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que Marine Le Pen surfe sur la peur des concitoyens en leur faisant croire des choses alors que ce n'est pas vrai. Et M. Macron est le candidat de l'oligarchie qui règne en ce bas monde. L'un se dit à l'écoute, alors vous les avez nommés, mais l'un se dit à l'écoute, l'autre pense qu'il ne faut pas donner d'argent parce que ça ne servira à rien, il faut plutôt restructurer. Voilà, entre les deux... Alors, je vais te répondre cela. Quand on restructure, c'est qu'on ne veut pas mettre 1 euro. D'accord? Quand on investit, quand on veut créer de l'emploi, puisqu'en fait en Guyane il y a du travail à tous les niveaux, mais il n'y a pas d'emploi. Pour créer les emplois, il faut investir à différents niveaux. D'où l'argent ne résoudra pas tout, c'est clair, mais un peu d'argent va permettre de démarrer un certain nombre de choses, ce que d'ailleurs nous avons obtenu lors de ce mouvement. Les 3 milliards obtenus ne vont pas régler les problèmes profonds de la Guyane. Ça va permettre de relancer une certaine dynamique positive qui nous permettra en finalité après de poursuivre au travers de ce qui va se faire derrière. Justement, on comprend que la signature de ce document reste une sorte de formalité, c'est-à-dire que le gouvernement suivant va devoir y travailler. Pour autant, on n'a pas de garantie très précise. On ne sait pas à quel moment obtenir ces 2,1 milliards en tout. Alors, pour vous, à quoi il faut être attentif maintenant dans ce second tour et puis pour la suite? Vous savez, quand des entités signent un document, ils s'engagent. Après, il n'y a pas d'obligation absolue que tout un chacun respecte ce qu'il a signé. Par contre, celui qui ne respecte pas ce qu'il a signé, les autres ou l'autre peut faire des actions pour l'obliger à respecter ce qu'il a signé. Et en tous les cas, quand je dis ça, ça veut dire quoi? L'État s'est engagé. Il y aura la validation mercredi par le Premier ministre, par le Bleu Matignon. Ensuite, ça sera publié au journal officiel. Donc pour nous, ce sont des garanties qui vont nous permettre demain, si jamais l'État ne respecte pas ses engagements, de faire ce qu'il faut correctement. En tout cas, vous y serez très attentif. Tout à fait. Merci beaucoup, Davy Riman, d'avoir répondu à nos questions. Et l'un des grands perdants de cette élection présidentielle est le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, qui récolte que 6,5% des voix au niveau national, loin derrière les deux premiers candidats. En Guyane, il arrive en 5e place avec seulement 5,69% des voix. Une large défaite, d'autant plus qu'il y a 5 ans, 42,61% des Guyanais avaient voté pour le candidat socialiste François Hollande. C'est la seconde fois après la défaite de Lionel Jospin en 2002 que le candidat du Parti socialiste ne passe pas au second tour. Pour en parler, le premier secrétaire général de la Fédération PS en Guyane est avec nous. Jean-Baptiste Edouard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, il est rare quand même qu'un candidat de la gauche ne se retrouve pas au second tour d'une présidentielle. En Guyane, il a décroché donc 6% des suffrages. Est-ce une surprise pour vous? Vous savez, cela a été annoncé, disons, les sondages l'annonçaient. Et surtout, je le dis depuis plusieurs mois, la gauche était hyper divisée. Et en plus, le PS lui-même était divisé. Donc, le résultat est normal. Mais permettez-moi de remercier tous ceux qui ont mis leur suffrage au nom de M. Benoît Hamon. Le seul tort qu'il a eu, c'est qu'il est futuriste. Nos idées vaincront.
Alors, la campagne a été bercée d'incertitudes, comme si chacun des candidats n'avait pas su montrer qu'il pouvait convaincre. C'est le constat au niveau national. Pourtant, Benoît Hamon ne faisait pas partie des 4 représentants, on va dire, pressentis pour ce dernier affrontement pour rejoindre l'Élysée. La situation, globalement, elle est inédite pour la gauche. Mais vous savez, la situation de monsieur... de Benoît Hamon s'est trouvée très difficile. Il gagne les primaires, il n'est pas soutenu par les perdants des primaires. Il assume, qu'ils veulent ou non, il assume un bilan qui est quand même très dur pour la gauche, le bilan de M. Hollande. Donc, vous savez, on a vu que M. Sarkozy a été rejeté il y a 5 ans, puisque son bilan, les gens, l'électorat, le peuple français n'ont pas apprécié son passage à l'Élysée. Alors, vous commenciez à en parler. Tout d'abord, le président sortant ne se présente pas à sa propre succession. Après un mandat, la primaire oppose 8 candidats, une sorte de symbole de désunion du PS et de la gauche. Finalement, c'est Benoît Hamon qui en sort vainqueur, mais sans triomphe. N'est-ce pas là le symbole d'un parti peut-être devenu obsolète face à la réalité des Français qui se sentent épuisés par ces partis qu'ils connaissent? Au-delà de produire des élus, un élu produit des idées. Vous avez vu, M. Benoît Hamon a produit comme une idée qui est le revenu universel. Est-ce qu'aujourd'hui on admet celui qui ne travaille pas gagne plus que celui qui travaille? M. Hamon, Benoît a posé une question. C'est pourquoi je vous dis on est futuriste. Donc cette idée-là, il y a quand même une idée d'union, vous le reconnaissez? Ça fait actuellement débat. Et on a vu effectivement qu'on n'est pas unis, mais encore une fois, il faut perdre pour gagner, c'est comme le sport. Hein. Quand vous avez été battu, vous vous entraînez pour prendre votre revanche et un jour vaincra. Donc voilà. Vous pensez réellement que la gauche saura s'unir à nouveau autour de grands principes communs? Vous savez, la gauche doit se reconstruire. Elle va se reconstruire après cet échec qui est très difficile, très dur. On a vu pendant longtemps l'adversaire à droite, elle perdait parce qu'elle a été divisée. La division n'est jamais bonne. L'ensemble de la gauche, avant les élections, avant même les primaires, après les primaires, j'ai appelé à l'union. Elle se fera au 2e tour, puisque Benoît Hamon, au nom de Benoît Hamon, j'appelle l'ensemble des Guyanais à barrer la route à Marine Le Pen. C'est le score qu'elle fait en Guyane, ça prouve que les grands partis sont totalement absents. Ça prouve que il n'y a pas eu de débat. Les Guyanais se retrouvent dans certaines propositions? Eh bien, non, dans les propositions de Marine Le Pen, non. Disons non. Nous disons que des solutions simplistes ne sont jamais des solutions. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il ne suffit pas de mettre, par exemple, tous les étrangers dehors pour régler le problème. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, comment s'annonce... Il ne suffit pas de sortir de l'Europe non plus. Comment s'annoncent donc ces prochains jours et puis les prochaines échéances aussi pour la gauche? Eh bien, elles sont très claires. Bon, dès mardi, l'ensemble des fédéraux de France sont convoqués par le premier secrétaire fédéral national pour qu'on puisse discuter, faire un peu le bilan de cette campagne qui a été quand même très difficile, émaillée par les affaires, beaucoup plus par les idées et les programmes. On a vu, donc ça aussi, ça a eu des conséquences. En Guyane, ça a eu de l'autre conséquence, puisqu'on n'a pas pu faire campagne du tout, puisque le territoire était bloqué, il y avait des manifestations, le collectif, il y a des revendications qu'on défendait. Alors je tiens aussi à dire, tout simplement, je n'adhère pas comme chef de parti au slogan que les élus ou les partis ne font rien. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est difficile. Mais on se bat. Vous savez, ce qui est arrivé là, avec les manifestations, on l'annonçait depuis septembre. Depuis septembre, certains élus, certains partis parlaient d'une voie à Paris. On voudrait ça, que le pacte de développement, qu'il y ait des moyens, qu'on donne des moyens au pacte de développement. Donc c'est clair. Donc le gouvernement et les instances nationales n'ont pas voulu entendre, mais la rue, ils ont entendu la rue. Voilà, donc c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que les élus font peut-être en tout cas leur travail, et là il y a eu une autre action, celle de la population, qui est inédite pour permettre de faire avancer certains dossiers. Chez vos confrères, je parlais de lobby. Vous savez, quand nous sommes unis, nous sommes forts. Trop souvent la Guyane a été fait parce qu'à Paris, il y a des élus. Déjà entre les élus. La première fois, c'est que ce symbole, on n'avait qu'un ciment. Et quand le ciment il est là, on fait bouger les choses. Donc, et la population, aussi, vous voyez le résultat des élections, il y a eu très peu de votants. Ouais, ça, c'est important. Voilà, c'était une occasion. Quand on voit, on n'atteint même pas X%, alors qu'en France, c'est plus de 80%, il y a un problème. Il faut que les gens prennent conscience qu'il faut voter, il faut que les élus ils ont de la légitimité. Quand il n'y a pas de légitimité, mais c'est difficile de se faire entendre. Rendez-vous à la prochaine présidentielle?
Non, rendez-vous déjà pendant ces 5 ans-là, parce que c'est pas parce qu'on a perdu les présidentielles qu'on ne va pas se battre, parce qu'on représente les idées, on représente une partie du pays, on représente la gauche, et la gauche a été très progressiste dans le monde. Il y a des grandes lois qui sont venues de la gauche, qu'on soit au pouvoir ou pas, et on est des fois plus fort quand on n'est pas au pouvoir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Edouard, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc votre candidat appelle à voter Emmanuel Macron et c'est le candidat qui est arrivé en première place en Guadeloupe. Je vous propose un tour d'horizon de ces chiffres chez nos voisins de la Guadeloupe. 40,10%, c'est le taux de participation en Guadeloupe. Un électeur sur 4 s'est rendu dans un des 417 bureaux de vote de l'archipel. Quand on sait que l'élection présidentielle a du mal à mobiliser les électeurs, il est tout de même à noter que la participation est plus faible qu'à la dernière présidentielle en 2012. Pourquoi le scrutin n'a-t-il pas mobilisé? Selon certains experts, la campagne n'était pas très intensive sur le terrain et quelques candidats n'étaient pas représentés. Beaucoup d'électeurs interrogés ont estimé jusqu'au dernier moment avoir du mal à faire leur choix, tant cette campagne tournait autour de règlements de compte et non de présentation détaillée de programmes. Et aussi pour d'autres, le blackout sur les résultats jusqu'au dimanche 14h pour ne pas influer sur les scrutins de l'Hexagone n'a pas convaincu ceux qui ont pour habitude de s'abstenir de se rendre aux urnes. Le samedi, entre le travail et les loisirs, glisser son bulletin dans l'urne arrive en dernière position. Partout en Guadeloupe, le vote s'est déroulé dans une bonne ambiance. Un incident est à relever à Basse-Terre. Un électeur mécontent s'en est pris au président de bureau et à ses assesseurs. Les premières estimations à 14h, des 11 candidats en lice, nous saurons lesquels vont se démarquer et qui sera qualifié pour le deuxième tour. En Guadeloupe, à la fermeture des bureaux de vote et à la fin du dépouillement commune par commune, Macron arrivera en tête, suivi de Mélenchon, Fillon, Le Pen et Hamon. Les autres candidats oscilleraient entre -1 et 2%. Au Camry, on vous retrouve avant de se quitter dans quelques instants pour refaire un petit peu le bilan ensemble sur ce premier tour d'élection présidentielle 2017. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, quelle perspective pour les 15 prochains jours et puis pour la suite? Alors, les sondages sont tout de suite excités et ont décrété que la victoire de M. Macron était déjà acquise. Des simulations font état d'un écart de 68% des voix pour M. Macron au second tour et d'à peu près une trentaine de pourcents pour Mme Le Pen. Un match n'est jamais joué. Rappelez-vous, PSG-Barça, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai trouvé M. Macron dans son allocution un peu trop confiant. Méfiance, le score de la France insoumise de M. Mélenchon, qui n'appelle pas ses électeurs pour l'instant. Il appelle à voter en conscience. Voilà, exactement, mais sans se prononcer. Attention à ce que l'abstention ne grève pas trop les résultats du second tour, mais en logique, on devrait avoir comme président de la République cet individu, M. Macron, issu d'un parti d'un mouvement qui n'a qu'une année d'existence. Et connaissiez-vous M. Macron il y a 3 ans? Je ne peux pas vous dire ça. Moi, personne ne le connaissait. Voilà, donc tout est possible en politique. Quand même, on imagine bien le phénomène du vote contre quelque chose qui est toujours rétorqué face à un Le Pen, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui Marine Le Pen. Alors le Front républicain, attention, Kessie, en 2002, il y a eu 88% de voix contre M. Chirac parce que la grosse surprise était la qualification de M. Le Pen au second tour. Là, tout le monde s'attendait déjà à voir Marine Le Pen qualifiée, voire très largement au second tour. Donc la grille de lecture qui était celle que nous avions il y a encore 4 ou 5 ans, elle est complètement rebattue parce que, encore une fois, et les chiffres le prouvent ici en Guyane, il y a peut-être une souffrance dont les partis traditionnels n'ont pas assez tenu compte, et donc méfiance. Alors en Guyane, à quoi s'attendre? Alors en Guyane, il y a peut-être quelqu'un qui, encore une fois, on va dire, a su tirer son épingle du jeu en prenant un risque. Je pense au président de la CTG, qui très tôt a parrainé Emmanuel Macron. C'est un risque à l'époque. Donc si Emmanuel Macron devient président de la République, espérons qu'il se souvienne du soutien du président de la CTG, espérons que le mouvement social qui a acté un certain nombre de retombées pour la Guyane, que cette élection soit facilitée par l'élection de M. Macron. Mais encore une fois,
Je ne prends parti pour personne, en tout cas publiquement. En revenant sur ce point, cette élection éventuelle d'Emmanuel Macron, et puis les propositions, ces fameux accords de Guyane, est-ce que vous pensez réellement que c'est le candidat ou un candidat qui pourrait apporter de réelles réponses aux Guyanais, aux attentes des Guyanais? Je crois qu'il a pris position de façon très explicite pour le développement endogène de la Guyane. Donc, c'est-à-dire que les permis miniers, donc ça risque aussi de cristalliser un certain nombre de tensions, mais je crois qu'il est conscient de la valeur des richesses endogènes contenues sur le sol guyanais et du fait de ses déclarations lors de son passage ici en Guyane, on peut espérer une Guyane un peu plus maîtresse de ses ressources naturelles. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer et souhaiter, parce qu'on a réellement besoin de ce boom et de ce choc pour l'emploi. Merci Farouk Amri d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous tout au long de cette édition, et merci à vous également de nous avoir suivis pour cette édition spéciale consacrée au premier tour de l'élection présidentielle. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour votre journal. Très bonne soirée à vous.